L'armée romaine est considérée comme l'une des plus grandes armées de tous les temps, avec un empire qui s'étendait à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. La force de l'Empire romain provenait en grande partie de ses célèbres légions. Mais alors qu'une bonne partie des livres d'histoire sont consacrés aux grandes batailles, campagnes et généraux de Rome, on ne se concentre pas autant sur les légionnaires individuels qui composaient l'armée romaine. Cela étant dit, voici 50 faits incroyables sur les légions romaines et la vie qu'elles menèrent de leur point de vue. Numéro 50. Tout le monde ne pouvait pas rejoindre l'une des légions de Rome. Pour être éligible au service militaire, les recrues potentielles devaient répondre à une longue liste de critères. Le premier de ces critères était d'être un véritable citoyen romain. Bien que la citoyenneté romaine ait finalement été accordée à tous les hommes libres, cela n'a pas été le cas pendant la majeure partie de l'histoire de Rome. Seuls les citoyens romains pouvaient la rejoindre. Ceux de classe de citoyenneté inférieure, comme ceux des territoires conquis, pouvaient-ils plutôt rejoindre des unités auxiliaires. Les citoyens romains pouvaient également rejoindre une unité auxiliaire si les légions régulières n'acceptaient pas de recrues à ce moment-là. En plus d'être un citoyen romain à part entière, les recrues ne pouvaient pas être mariés. Cependant, cela n'a pas empêché certains hommes malheureusement mariés de s'enfuir de chez eux et de rejoindre une légion. Faire cela était considéré comme une déclaration de divorce immédiate. Les recrues doivent aussi être en bonne santé et d'un métier approprié. Parmi les métiers les plus recherchés, où les recruteurs romains cherchèrent des hommes, figuraient les bouchers, les forgerons et les moissonneurs. Cela était dû à la nature physique du travail, qui créait des hommes forts, habitués à travailler avec leurs mains. Concernant les mains, pour être qualifiés, les recrues devaient avoir tous leurs doigts et pouces. Bien que cela puisse être négligé en temps de crise, l'absence d'un doigt ou d'un pouce serait un motif de refus. La raison en est qu'il est beaucoup plus difficile de tenir une épée et un bouclier sans eux, donc l'homme pourrait être un risque pour ceux qui l'entourent. Enfin, les futurs légionnaires devaient aussi avoir un ensemble complet de génitalia masculin. Les eunuques, les hommes qui ont eu leurs testicules volontairement coupés dans l'enfance, et les femmes ne doivent pas postuler. Cependant, face à des problèmes de recrutement, la réglementation a été assouplie pour admettre les hommes possédant un seul testicule. Numéro 49. Les légionnaires étaient grands pour leur époque. Pour être considérés aptes au service militaire, les recrues potentielles devaient mesurer au moins 5 pieds 10 pouces en pied romain. Un pied romain est environ un tiers de pouce plus court qu'un pied coutumier américain. Donc, si vous ne mesurez pas 1,73 m selon les normes actuelles, les légions vous étaient fermées sauf si vous étiez très trapu. 48. Les légions de Rome ne voulaient pas de criminels endurcis. Ceux qui auraient pu avoir une vie de petits criminels auparavant pouvaient trouver une nouvelle vie et un nouveau départ dans la Légion. Cependant, ceux qui voulaient échapper à la persécution pour un crime grave ou revenir de l'exil ne pouvaient pas s'inscrire. Ceux qui ont essayé de le faire ne seraient pas seulement rejetés, mais seraient également remis aux autorités compétentes pour être poursuivis. Cependant, les officiers romains n'avaient pas le luxe des différentes vérifications d'antécédents disponibles pour nous aujourd'hui, alors comment ont-ils déterminé le caractère d'une recrue? Numéro 47. En plus des exigences précédemment mentionnées pour rejoindre la Légion, l'un des derniers obstacles à franchir est qu'une recrue a besoin d'au moins une lettre de recommandation attestant de son caractère et de ses futures capacités en tant que soldat. Sans surprise, les lettres provenant de soldats vétérans avaient le plus de poids. Pour couronner le tout, obtenir une lettre de quelqu'un qui avait servi dans la Légion que vous vouliez rejoindre était considéré comme le meilleur moyen d'être accepté. 46. Avant que les recrues puissent être incorporées, elles devaient se passer un dernier test connu sous le nom de probatio. C'était un entretien avec les officiers de la Légion suite à la sélection du candidat par les recruteurs. S'il était accepté, la recrue prêtait immédiatement le serment militaire et devenait un soldat de Rome. 45. Après avoir prêté le serment militaire, l'une des premières tâches en tant que soldat était de se rendre à la tente de leur commandant de cohorte pour que des informations détaillées à leur sujet soient consignées sur les registres d'appel de l'unité. Des informations comme le nom, la taille, l'âge, la couleur des cheveux et des yeux, les cicatrices, les marques, les tatouages et autres caractéristiques d'identification de chaque homme étaient enregistrées. Ces informations se révéleraient utiles plus tard dans le cas où il devrait récupérer son corps dans un tas de cadavres sur le champ de bataille ou s'il était arrêté pour suspicion de désertion s'il était pris loin de son unité. 44. Si un homme était recruté loin de sa légion, l'armée romaine payait souvent une somme d'argent substantielle pour que la recrue arrive à leur base. Si plusieurs hommes étaient recrutés en même temps, l'officier recruteur ou le commandant de la cohorte pourrait prendre leur argent et payer pour le transport jusqu'à leur nouvelle maison. Une fois arrivés, le reste serait divisé et déposé sur leur compte. Ceux qui voyagent seuls pourraient devoir se débrouiller et avoir un joli petit pécule pour commencer leur carrière militaire. 43. Une fois arrivé à sa base, la recrue doit alors apprendre les bases de la structure d'une légion. Pendant la majeure partie de la période républicaine, la légion était divisée en 10 manipules, avec environ 120 hommes répartis en 3 rangs dans chaque manipule. Durant la fin de l'époque républicaine et l'ère impériale, avec l'augmentation de la taille des légions, ces dernières étaient formées de 10 cohortes d'environ 480 hommes chacune. Chaque cohorte était ensuite divisée en 4 manipules de 120 hommes chacun. Chaque manipule avait 2 centuries,
Chaque centurie était dirigée par un centurion et comptait environ 60 hommes chacune. Avec ces chiffres, la force totale d'une légion entièrement équipée était d'environ 6000 hommes. Mais si on calcule, cela signifie qu'environ seulement 4800 hommes sont comptés. Alors, qui constituait le reste? 42. Pour atteindre le nombre idéal de 6000, la première cohorte était toujours une cohorte surdimensionnée de 800 hommes. Le reste de l'effectif comprenait des troupes de soutien, telles que des cuisiniers et des forgerons. Cependant, la plupart des légions romaines étaient chroniquement sous-effectives et avaient du mal à maintenir ce chiffre de 4800 à tout moment. Numéro 41. Les recrues s'engageaient pour 25 ans après l'incorporation. Le soldat vétéran pouvait prendre sa retraite après avoir terminé ses engagements. Le processus de paiement des retraites sous forme de terres ou d'argent a commencé sérieusement vers la fin de la période républicaine. Pour économiser de l'argent au trésor romain au fil du temps, Octave, plus tard empereur Auguste, a saisi des terres de personnes riches ou vendu du grain pour payer des primes de retraite en espèces aux soldats qui ne voulaient pas de terre. Ce n'est qu'en l'an 6 après Jésus-Christ qu'Auguste a créé le trésor militaire officiel, qui a été financé grâce à son généreux don, équivalent à environ 500 millions de dollars dans la monnaie d'aujourd'hui, ainsi qu'à une variété de taxes. Ce fonds financerait finalement l'équipement, les salaires et les retraites des soldats romains pour les plusieurs centaines d'années suivantes. 40. Chaque légion avait sa propre identité unique. Certaines légions existaient depuis des centaines d'années, tandis que d'autres ne duraient que quelques décennies. Les coutumes, traditions et courtoisies des unités d'une légion étaient largement dictées par leur lieu de stationnement. De plus, les légions qui étaient anéanties ou qui se rendaient étaient retirées des conventions de nommage standard. Par exemple, les 17e, 18e et 19e légions ont été détruites à la bataille de Teutobourg en l'an 9 après Jésus-Christ. Rome n'a jamais plus utilisé ces désignations d'unités. 39. Les légions romaines ne partaient pas seules au combat. Bien que les films dépeignent souvent les batailles romaines comme des masses d'infanterie en ligne, ce n'était pas le cas. Rome avait beaucoup d'unités de cavalerie. Ces unités étaient ouvertes aussi bien aux citoyens qu'aux non-citoyens. Les citoyens romains préféraient servir dans la cavalerie, mais à l'époque impériale, l'attrait du service dans la cavalerie avait diminué puisque leur vote ne comptait à pas plus qu'un vote de légionnaire lors des élections, comme c'était le cas pendant la période républicaine précoce. Plutôt, de nombreux non-romains aisés se sont joints à la cavalerie. Ces unités étaient assez utiles avant, pendant et après la bataille. Durant le combat, la cavalerie romaine servait à créer des diversions ou à attaquer le flanc ennemi quand il était vulnérable. Les cavaliers servaient d'éclaireurs avant la bataille, signalant les mouvements ennemis. Après la bataille, ces troupes avançaient pour abattre les ennemis en fuite, pendant que les légionnaires se reposaient après une dure journée de combat. Mais la cavalerie n'était pas la seule autre troupe sur le champ de bataille. Numéro 38. Les cohortes auxiliaires accompagnaient souvent les légions romaines au combat. Les unités auxiliaires n'étaient pas aussi structurées ou régimentées que la légion romaine pour plusieurs raisons. Premièrement, les généraux romains voulaient éviter d'avoir trop d'étrangers dans leur rang de peur qu'ils ne submergent la légion lors d'un coup d'État. Deuxièmement, les troupes auxiliaires étaient souvent levées en cas de besoin et pouvaient être recrutées localement. Il était beaucoup plus facile de lever une cohorte de plusieurs centaines d'hommes que de plusieurs milliers. Les auxiliaires avaient également de nombreuses compétences que l'infanterie de ligne romaine ne possédait pas. La cavalerie, les archers, les frondeurs et les éclaireurs étaient des compétences apportées par les troupes auxiliaires sur le champ de bataille pour la légion. 37. Les légions romaines comptaient sur les troupes auxiliaires pour leur expertise locale. Bien qu'elles soient généralement postées dans une zone, il était assez courant en temps de crise ou de guerre que des légions entières traversent l'Empire. Par exemple, pendant les guerres parthiques, plusieurs légions ont été appelées de Grande-Bretagne et le long du Rhin pour combattre au Moyen-Orient. Les troupes auxiliaires étaient cruciales pour connaître localement ces zones. Ces soldats comprenaient les coutumes et traditions locales, pouvaient en parler les langues locales, et leurs méthodes de guerre étaient adaptées à la région. Par exemple, garder l'infanterie batave, excellente nageuse, dans la région du Rhin était une décision plus judicieuse que de les transférer dans les déserts d'Afrique du Nord. 36. Au-delà de fournir aux légions romaines une expertise locale, l'armée romaine les a pleinement intégrées dans leur plan de bataille. On prévoyait que les unités auxiliaires guident l'armée principale. Ils assumaient souvent la plupart des tâches de fourrage, ainsi que d'informer les commandants romains sur le plan d'action le plus probable que l'ennemi prendrait. Au fur et à mesure que le combat se déroulait, les unités auxiliaires menaient souvent les premières escarmouches préliminaires pour blesser l'ennemi. Elles tenaient la cavalerie ennemie à l'écart des flancs de la légion, bombardaient l'ennemi de flèches ou de projectiles de fronde et tenaient des terrains accidentés ou des zones vallonnées difficiles à maintenir par les formations de légion. Enfin, si nécessaire, elles se tenaient parfois épaule contre épaule avec les légionnaires au plus fort du combat. 35. Les soldats romains devaient acheter leur propre équipement.
Avant l'avènement du trésor militaire, les citoyens romains de milieux plus pauvres étaient limités dans la qualité de l'équipement qu'ils pouvaient acheter. Cependant, alors que l'armée romaine commençait à renoncer aux exigences de propriété et ne regardait que ceux qui étaient citoyens de l'Empire et suffisamment aptes, l'armée pouvait payer l'équipement d'un légionnaire et déduire les coûts de son salaire. Numéro 34. L'équipement de chaque légionnaire était standardisé pour l'uniformité au sein de la Légion. Les sandales militaires avec des clous et les tuniques pouvaient être achetées en privé, mais le même tailleur ou cordonnier fournissait souvent une légion locale avec ses pièces d'équipement. Par exemple, l'armée romaine n'avait pas de tunique standard. La couleur et le type de tissu variaient en fonction de l'endroit où l'unité était postée. Ceux en Grande-Bretagne pourraient avoir une tunique en laine, tandis que ceux en Syrie avaient probablement des tuniques en lin plus légères. Mais qu'en est-il de l'armure romaine? Numéro 33. L'armure portée par les légionnaires se divisait en deux grands types. Il y avait la cotte de maille classique, qui était préférée par les auxiliaires, et l'armure à écailles. L'armure à écailles, aussi appelée armure de style homard, est souvent portée par les légionnaires dans les films et documentaires. L'armure de base de style homard était composée d'une série de plaques d'acier, fixées à des bandes de fer moulantes, attachées à un cadre en cuir. Chaque légionnaire doit donc avoir son armure personnellement ajustée, comme pour un costume. Numéro 32. Les casques romains étaient faits pour la survie. Alors que les anciens casques en bronze de la période républicaine pouvaient avoir des plumes colorées et d'autres caractéristiques destinées à distinguer les soldats au combat, pendant la période impériale, ces casques en fer étaient parfaitement conçus pour offrir une protection maximale. Fabriqués principalement en Gaule, car les troupes romaines croyaient que les habitants de cette région fabriquaient de meilleurs casques qu'en Italie, le casque avait plusieurs caractéristiques distinctes pour protéger le porteur. La première caractéristique était une solide barre transversale au-dessus du front. Le but prévu de la barre transversale était de dévier les coups descendants destinés à fendre la tête du soldat romain en deux. Le long des côtés de la tête du porteur se trouvaient des plaques qui s'étendaient jusqu'aux oreilles et aux joues du soldat. Elles étaient conçues pour dévier les coups de projectiles dangereux tels que les javelots et les flèches. À l'arrière du casque, le sourcil inversé s'étendait vers l'arrière pour protéger l'arrière du cou du soldat. S'il tombait au combat ou qu'un ennemi se retrouvait derrière lui, il serait beaucoup plus difficile de lui trancher la tête avec cette protection. Numéro 31. Les boucliers romains ont fait l'objet d'une réflexion équivalente, garantissant qu'ils maximiseraient la survie. Outre l'armure, le bouclier du légionnaire protégeait contre les coups d'épée et les coups de lance entrants. La base du bouclier a été créée en utilisant une combinaison de 3 couches différentes de bois. Chaque couche apportait différentes qualités au bouclier, comme le bouleau pour la flexibilité et le chêne pour la force. Les couches étaient soigneusement collées ensemble, en veillant à ce que le grain du bois soit à angle droit par rapport à la couche précédente. Des poutres en bois fournissent un soutien supplémentaire pour le bouclier. Après la création de la base, l'extérieur du bouclier est recouvert de métal. Un morceau de tissu ou de cuir était posé sur cette plaque métallique. La peinture qui recouvrait chaque bouclier variait d'une légion à l'autre, en fonction des coutumes et des traditions de cette unité. Numéro 30. La supériorité et la standardisation des épées contribuaient grandement à la domination des armées romaines. Bien que plusieurs variations aient émergé au fil des siècles, l'épée romaine la plus courante était le gladius. Le gladius standard mesurait de 18 à 22 pouces de long et environ 2 pouces de large. Il était fait d'acier de haute qualité et était principalement conçu pour être utilisé comme une arme poignardante. Contrairement à d'autres épées pour poignarder, le gladius ne possédait pas de rainures de sang pour aérer les blessures. Au lieu de cela, l'épée resterait coincée à l'intérieur d'un ennemi malchanceux et seul un tour et une traction ferme pourraient la libérer pour un autre coup. Combiné à une épée bien équilibrée et à une poignée serrée en os ou en peau brute, le gladius était la machine à tuer à courte portée de Rome. 29. L'armée romaine a créé une arme portative spécialement conçue pour neutraliser les ennemis lors des engagements d'infanterie à longue portée. Connue sous le nom de pilum, cela ressemblait à une lance normale, mais elle variait de bien des façons. Le manche principal était fait d'environ 4 pieds de bois. Une tige de fer doux de 2 pieds et demi avec une pointe triangulaire était fixée à l'extrémité de la tige, de fer étant beaucoup plus mince que la tige de bois du pilum. Parfois, un poids de plomb était ajouté à l'extrémité de la tige en bois. Le but du pilum était d'être utilisé comme une arme à longue portée jetable qui ne pouvait pas être renvoyée contre les légions. L'arme, une fois plantée dans le bouclier ennemi, le rend inopérant jusqu'à son retrait. Si un légionnaire ratait sa cible, le pilum toucherait le sol, se briserait ou sa tige métallique se plierait, le rendant inutilisable. Mais si l'arme venait à toucher un homme, elle était plus que capable de traverser l'armure et la chair. 28. En plus de porter des armes et des armures, les soldats romains transportaient également une grande variété d'outils et d'autres équipements pour une utilisation sur le terrain. L'un des outils les plus basiques était le pactage romain. Sous les réformes de Marius, on s'attendait à ce que les soldats romains portent une bonne partie de leurs biens personnels. Cela évitait d'énormes convois de bagages qui ralentissaient à la fois la légion et présentèrent une cible tentante pour les pillards.
Le pactage du soldat romain était un simple poteau de 4 pieds de long avec une traverse. Un soldat pouvait accrocher son pactage avec une cape, des ustensiles de cuisine, une pelle, une gourde et des rations. 27. Malgré le port d'une bonne quantité d'équipements personnels, l'armée romaine permettait un mulet par escouade de 8 hommes pour transporter des choses comme leurs tentes et d'autres équipements de camping. 26. Lorsqu'une unité obtenait une nouvelle recrue, celle-ci subissait une formation progressive de la part de ses camarades légionnaires. La première de ces étapes était d'apprendre à marcher. Pour commencer, on attendait d'une escouade de recrues qu'elle marche 32 km en 5 heures et 64 km en 12 heures. Une fois qu'elles aient pu accomplir cela sans porter aucun équipement, elles revêtaient un ensemble complet d'armure et d'armes pour répéter les tests avec une charge de combat complète. Numéro 25. Le premier adversaire d'un soldat romain était un poteau en bois. C'est ici que les nouveaux soldats apprennent l'art de l'escrime. Les séances d'entraînement ont presque toujours lieu à l'extérieur, sous la pluie, la chaleur ou la neige. Les soldats s'entraînent à frapper contre des poteaux en bois, parfois avec leur propre équipement, mais souvent avec des épées et des boucliers en bois. Ces armes en bois sont volontairement fabriquées pour être plus lourdes que leur équipement réel afin de renforcer la force de leurs troupes. Numéro 24. Les soldats romains s'exerçaient au pilum. Après avoir appris les fondamentaux de l'escrime, les nouveaux soldats s'initiaient au lancer et à la réception d'un pilum. Le pilum d'entraînement avait la même longueur et le même poids qu'un pilum ordinaire, mais au lieu d'une longue tige en acier, celui d'entraînement avait un bouton en cuir doux recouvrant l'extrémité. On apprenait aux nouvelles recrues comment lancer le pilum, le soldat récepteur étant censé le parer avec un bouclier ou une épée. Parfois, les soldats vétérans saisissaient l'occasion de lancer le pilum d'entraînement sur les nouvelles recrues pour voir ce qu'elles avaient réellement appris. Numéro 23. Pour améliorer l'agilité de chaque soldat, un cheval d'arçon était installé dans chaque caserne. Ce faux cheval était prévu pour être franchi par des soldats en armure complète ou armés. Le cheval d'arçon augmentait l'agilité et aidait à montrer toutes les parties lâches ou pointues de l'armure d'un homme qui avait besoin d'être corrigé. Numéro 22. Outre l'entraînement individuel, une grande partie du temps des recrues et des vétérans était dédiée aux exercices de formation. Parce que les légions romaines ont construit leur force autour de leur capacité à se déplacer comme un seul homme au combat, ces exercices étaient régulièrement effectués sur le terrain de parade et en pleine campagne. Qu'il s'agisse de passer d'une ligne à un angle pointu ou de se mettre en cercle défensif, les soldats romains pratiqueraient ces compétences à l'arrêt, puis à une allure de marche, et enfin à une allure de course. Ils pratiquaient également le changement de formation, que ce soit en marchant vers l'avant, vers l'arrière ou de côté. 21. L'une des méthodes de punition les plus brutales de l'armée romaine était la décimation. Mais ce n'était pas une punition universelle. Par exemple, la décimation a été utilisée plusieurs fois durant la période républicaine pour les unités qui se sont détachées et qui ont fui. Chaque 10e homme était soit battu à coups de gourdin, soit décapité par ses camarades soldats. Cependant, parfois, des unités entières qui fuyaient le champ de bataille étaient massacrées ou envoyées en mission quasi suicidaire pour reprendre le terrain ennemi. Numéro 20. Bien que la décimation ait été tristement célèbre tout au long de l'histoire romaine, la dernière enregistrée a eu lieu en l'an 69 après Jésus-Christ sous l'empereur Galba, lorsqu'il a décimé une unité de rameurs convertis qui refusaient de renoncer à leur vie en tant qu'infanterie et sont retournés à los navarres en tant que rameurs. Il convient de noter que c'est la dernière décimation confirmée, et le martyre de la Légion thébaine au IIIe siècle après Jésus-Christ fait toujours l'objet de vifs débats parmi les historiens. 19. En plus de la décimation, les officiers militaires romains avaient une gamme de punitions mineures à disposition pour les infractions quotidiennes. La punition la plus courante était le castigato. Le castigato consistait essentiellement à se faire frapper avec un bâton en bois porté par un centurion autant de fois qu'il le souhaitait. Il n'y avait pas de nombre standard de coups, et selon une histoire où les légionnaires ont tué leur centurion, l'un d'eux était célèbrement surnommé « Donne-moi-en un autre », ce qui suggère que certains centurions continuaient à frapper leurs soldats jusqu'à ce qu'ils brisent plusieurs bâtons. Les soldats romains pouvaient également voir leur salaire réduit pour avoir perdu de l'équipement au combat ou se voir attribuer des tâches défavorables comme nettoyer les écuries ou les latrines. Numéro 18. Bien que la décimation était la pire des punitions, plusieurs autres étaient tout aussi mauvaises. Militia mutatio était lorsqu'un soldat perdait son grade ou ses privilèges de long service, comme ne plus être soumis à des tâches subalternes. Cela pourrait également être appliqué à une unité entière. Les soldats qui s'endormaient pendant leur garde en garnison ou qui frappaient un officier pouvaient être fouettés devant toute l'unité. Ceux qui s'endormaient pendant leur garde pendant les campagnes étaient battus à mort par leurs camarades. Les unités pouvaient également être punies. Les unités qui fuyaient devant l'ennemi pouvaient être forcées de perdre leur ration de viande et de blé. Au lieu de cela, elles étaient forcées de manger de l'orge, qui était donnée comme nourriture pour animaux, et parfois forcées de monter leur tente à l'extérieur de la sécurité des murs du camp jusqu'à ce que l'unité se prouve à nouveau au combat. 17. Les hommes enrôlés romains avaient une hiérarchie de rang très distincte, chacun avec des droits et des privilèges différents. Au tout bas de l'échelle se trouvait le munifex. Un munifex est le soldat nouvellement recruté qui n'a pas encore passé aucune formation.
Ces troupes sont les plus basses du bas et effectuent régulièrement toutes les tâches que personne d'autre ne veut faire, comme nettoyer les latrines, les écuries, porter de l'eau ou ramasser du bois. Une fois qu'un soldat a été suffisamment formé pour mériter sa place, il est considéré comme un immunis. La plupart des soldats passent toute leur carrière à ce grade. Les soldats ici sont divisés en 2 groupes. Ceux qui possèdent ou apprennent une compétence particulière, telle que la menuiserie, la forge, la plomberie, etc., continueront à la mettre en pratique. Ceux qui n'ont pas appris un métier sont toujours censés accomplir des tâches comme transporter de l'eau et nettoyer les latrines. À cause de cela, un immuniste doit apprendre une compétence qu'il apprécie pour éviter un travail manuel éreintant. Le poste de sous-officier le plus convoité serait le grade de principalis. Ces postes étaient peu nombreux et étaient parmi les plus vitaux du siècle. Par exemple, il y avait un poste où le légionnaire effectuait les rotations de garde, ou un autre qui servirait de second en commandement si le centurion tombait au combat. 16. Les rangs des officiers romains étaient également structurés sur une hiérarchie stricte de l'ancienneté. Les centurions étaient presque exclusivement montés en grade. Ils ont acquis cette position par mérite, bravoure ou les deux. Ces officiers étaient les chevaux de trait du leadership de la Légion, dont il y en avait environ 60. Chaque cohorte est commandée par un tribune. L'officier supérieur devient le préfet du camp en dehors des batailles. Cette personne était toujours le centurion le plus ancien qui dirigeait les opérations quotidiennes du camp. Juste au-dessus de lui se trouverait le second en commandement. Le tribunus Laticlavius est le tribune le plus ancien qui assumerait le commandement si le légat, le chef de la légion, ne peut pas, en raison de sa mort, d'une blessure ou d'un rappel à accomplir ses devoirs. Numéro 15. La promotion en tant que centurion vient du mérite ou de la bravoure, nécessitant la recommandation du légat de la Légion au gouverneur provincial. L'empereur lui-même approuverait alors chaque nomination au rang de centurion. Numéro 14. Pour les immunis, il y avait environ 20 rôles différents parmi lesquels ils pouvaient choisir lorsqu'ils choisissaient un travail pour les sortir du travail manuel. 13. Pendant l'ère de la Pax Romana, les camps romains s'étaient un peu des structures incroyablement grandes et complexes, couvrant une superficie d'environ 55 acres. Ces immenses complexes comprenaient 4 murs rectangulaires, une route principale, le QG de la Légion, un hôpital, des blockhouse, des ateliers et des greniers. 12. À l'intérieur d'un camp romain, chaque siècle avait son propre bloc de caserne. À l'intérieur du bloc de logement, chaque contubernium ou escouade avait son propre bloc de caserne d'environ 100 pieds carrés. À l'intérieur de ce bloc, 8 hommes partageaient à la fois un dortoir d'environ 50 pieds carrés et un séjour de 50 pieds carrés. Ils pouvaient ranger leurs affaires, partager les repas et discuter de la journée dans leur séjour. 11. Bien que les soldats romains ne pouvaient pas être mariés lors de leur engagement ou se marier pendant leur service militaire, leurs commandants ne se souciaient pas s'ils avaient de la famille ou des petites amies dans la région locale. Les soldats étaient autorisés à partir souvent pour des liaisons avec les femmes locales, et les enfants produits pouvaient devenir utiles à l'armée plus tard dans la vie. 10. Les soldats romains ne passaient pas tout leur temps à vivre à l'intérieur du camp. En fait, ils passaient la plupart de leur temps à l'extérieur de ces murs à accomplir d'autres tâches. Quelques exemples de responsabilités qui les amèneraient à sortir des murs seraient d'escorter des officiels romains, d'effectuer des travaux de construction sur des routes ou des ponts, de protéger des villages contre les raids, d'assurer la protection de convois pour des marchands chargés de biens précieux ou d'être envoyés pour aider une autre légion actuellement en campagne. Numéro 9. Pour éviter qu'un homme ne soit désigné pour des tâches supplémentaires ou pour monter la garde, les tâches quotidiennes de chaque soldat étaient consignées dans les registres de la Légion. Numéro 8. 3 fois par mois, toute la Légion quittait les murs du camp pour participer à des batailles simulées. La bataille simulée serait précédée d'une marche forcée de 10 miles, suivie d'une charge de cavalerie. Une fois l'ennemi imaginaire vaincu, la Légion avancerait en utilisant différentes formations, généralement en montée pour un exercice supplémentaire. 7. Si un légionnaire ne travaillait pas à l'extérieur des murs du camp, il était probablement en poste de garde. Les soldats romains faisaient beaucoup de garde, que ce soit aux portes, sur les remparts dans les tours de guet, les greniers, les ateliers, ou en suivant le préfet du camp, les soldats romains organisèrent leur journée autour du moment où ils devraient monter la garde la prochaine fois. 6. Les soldats romains en garnison prenaient 2 repas principaux. Le repas du matin se composait généralement de viande froide et de pain. Le repas du soir était le plus copieux de la journée et se composait généralement de plus grandes portions de viande, de fromage, de pain, de bière et de vin. Le porc était la viande la plus couramment consommée par les légionnaires, mais ce qui était disponible dépendait du marché local. Toutes les rations données aux troupes étaient d'abord inspectées par leur tribune pour s'assurer que les vendeurs locaux ne corrompèrent pas les soldats romains pour fournir de la nourriture de qualité inférieure. 5. Malgré la quantité de services de garde quotidien d'entraînement, de travail manuel et de tâches hors zone qu'un soldat romain pourrait être contraint d'effectuer, il restait encore un temps d'inactivité significatif en garnison. Un dicton célèbre de l'époque était qu'un soldat romain avait juste besoin d'un lavage, d'un vin et d'une femme. Ainsi, de nombreuses zones proches des camps militaires se sont adaptées avec l'apparition de bars et bordels.
Cependant, pour lutter contre les troupes dépensant leur argent dans de tels vices, les légats et les dirigeants romains ont fait un effort pour fournir des divertissements qui n'impliquaient pas d'alcool ou de prostitution. Les commandants de légion sponsorisaient souvent du théâtre, des spectacles comiques et des mimes pour les camps. Ces commandants pouvaient également parrainer des tournois de lutte de la Légion et d'autres compétitions parmi le personnel de l'unité pour renforcer la camaraderie et évacuer un peu de tension. 4. Lorsque les armées romaines avaient en besoin de main-d'œuvre supplémentaire pour une campagne, le commandant de l'armée pouvait demander à l'empereur que des vexillations lui soient envoyées pour renforcer l'armée ou remplacer les pertes. Ces unités étaient censées être des détachements de cohortes provenant d'unités de garnison pour servir dans des endroits lointains, alors que ces cohortes étaient censées être composées des meilleurs hommes disponibles. Puisqu'ils partaient en guerre, souvent les centurions utilisaient cela comme une occasion de se débarrasser de leurs fauteurs de troubles, parfois de manière permanente. 3. Avant qu'une armée qui avait été en garnison pendant un certain temps ne parte en campagne, le légat faisait souvent sortir tout le commandement et les forçait à dormir sous des tentes pendant plusieurs semaines avant de marcher. Cela permettait aux troupes de s'habituer à vivre à l'extérieur, de voir ce qui manquait à leur fourniture et comment installer correctement un campement avant de partir. Numéro 2. L'un des plus gros problèmes pour une armée romaine en campagne n'était pas quand et où rencontrer l'ennemi, mais la nourriture. Les légions romaines disposaient de longues chaînes d'approvisionnement pour nourrir leurs légions. Cependant, si ces chaînes étaient interrompues en raison d'attaques, les soldats romains transportaient en moyenne une semaine de nourriture sur eux. L'alimentation principale en campagne était du grain cuit, des gâteaux simples ou du bétail, qui suivait la légion dans sa marche et qui était abattu quotidiennement. La recherche de nourriture était également un autre moyen de s'en procurer. En fait, la recherche de nourriture était censée être le principal moyen de fournir divers aliments aux troupes sur le terrain. Une des raisons majeures pour laquelle les Romains faisaient campagne en été et en automne est qu'ils pouvaient envoyer leurs troupes auxiliaires pour collecter des céréales, légumes, moutons, bétail et porcs pour nourrir leurs armées. Numéro 1. Chaque jour en campagne, la légion moyenne consommait 18 000 livres de céréales, 12 000 gallons d'eau et 40 000 livres de fourrage pour ces animaux de bas. Maintenant, découvrez ce qui a causé l'effondrement de l'Empire romain ou regardez plutôt cette vidéo.